Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple week-end dans le chalet d'un ami au bord du lac finirait par me faire tout perdre. Du moins, c'est ce que je pensais. En arrivant chez moi, la maison dans laquelle j'avais investi toute mon âme pendant 40 ans, j'ai d'abord remarqué la pelouse. Mes rosiers étaient piétinés. Mes pots de lys et de lavande, ce que j'avais entretenu depuis le décès de mon mari, gisaient écrasés dans l'allée. Et là, au milieu de tout cela, mes vêtements, mes albums photos, et même la vieille canne à pêche de mon défunt mari, étaient empilés comme une montagne d'ordures. Je suis sorti de ma voiture, les genoux tremblants au point de devoir m'agripper à la portière pour rester debout. Je me souviens avoir pensé, c'est sûrement une erreur. Il ne le ferait sûrement pas. Mais j'ai ensuite vu le mot collé sur la porte d'entrée comme une claque. Je suis désolée, maman. Les parents de ma femme emménagent chez nous. Il n'y a plus de place pour toi. J'espère que tu comprends. L'écriture de mon fils, soignée, assurée, comme toujours sur ces vieux devoirs que je corrigeais tard le soir. Les voisins étaient figés de l'autre côté de la rue. La femme de M. Hulbrook serrait ses gants de jardinage contre sa poitrine. Les enfants Johnson observaient la scène, les yeux écarquillés, depuis leur porche. Je sentais leur pitié, leur curiosité comme des aiguilles sur ma peau. J'ai frappé à la porte une fois, doucement au début. Pas de réponse. Puis j'ai commencé à battre la chamade, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait me percer les côtes. Finalement, la porte s'est ouverte. Juste un craquement. Mon fils a jeté un coup d'œil, l'air froid et presque gêné. Il évitait mon regard, se déplaçant comme un adolescent coupable surpris en train de passer le couvre-feu. « Maman, c'est mieux comme ça, » marmonna-t-il. Derrière lui, sa femme apparut, les bras croisés. Elle ricana comme si elle regardait un chien errant mendier des miettes. « Tu as fait ton temps ici, » dit-elle d'une voix si tranchante qu'elle pouvait couper la chair. « Nous avons besoin d'espace. Mes parents méritent du réconfort pour leurs vieux jours. » J'ai ouvert les lèvres, mais aucun mot n'est sorti. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais demandé quelque chose. Une faveur, un peu d'aide, et je n'y suis pas parvenue. J'avais cuisiné pour eux, soigné leur fils malade, renoncé au voyage pour garder mon petit-fils après l'école, tout cela sans hésiter. Mon fils a tendu la main, non pas pour me réconforter, mais pour refermer la porte. J'ai entendu le clic de la serrure, un dernier écho qui a semblé résonner dans mon crâne. Je me tenais là, dans la chaleur de juin, la sueur me coulant le long du dos, mes mains tremblantes serrant cette note comme une bouée de sauvetage. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils aimaient ma maison plus que moi. Et d'un seul coup, j'ai su que j'en avais fini. Ni vaincu, ni brisé, mais fini. Mieux vaut être seul que d'être utilisé. J'ai pris une grande inspiration, essuyé les larmes qui menaçaient de couler et ramassé ma vieille valise dans la pile. Un petit sac. C'était tout ce dont j'avais besoin maintenant. En m'éloignant, je sentais tous les regards du quartier me transpercer. Mais pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti un calme dangereux s'installer en moi. Assise sur un banc vert craquelé au bord de Riverside Park, je serrais ma valise contre moi comme si c'était le dernier morceau de terre ferme de ma vie. Les oiseaux gazouillaient autour de moi, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Des enfants couraient. Un vieil homme lançait des miettes de pain aux pigeons. Un jeune couple se disputait tranquillement à propos d'un café renversé. Et moi, assise là, invisible. J'ai baissé les yeux vers mes mains tremblantes, encore tachées d'avoir ramassé mes albums photos souillés et la canne à pêche de mon mari. Mes mains étaient fortes, les mêmes qui plantaient chaque hortensia dans ce jardin, qui avait besoin de pain chaque dimanche matin pour que mon fils se réveille avec l'odeur de la maison. Je pensais au matin dans cette maison. Le silence avant l'aube, quand je me glissais dans le jardin avec une tasse de thé noir. La rosée qui mouillait mes pantoufles. J'entendais presque les petits pieds de mon petit-fils trottiner dans le couloir. Sa voix ensommeillée m'appelait. « Grand-mère, je peux t'aider à arroser les rosiers aujourd'hui. » Je leur ai tout donné. J'ai renoncé au week-end avec mes amis parce que ma belle-fille avait besoin d'une pause. J'ai renoncé aux croisières de retraite parce que l'entreprise de mon fils était en difficulté et que je pensais que mes économies pourraient le maintenir à flot. J'ai manqué les anniversaires, les réunions, tout ça parce que quelqu'un avait besoin de moi pour maintenir la situation. Et pourtant, aujourd'hui, personne n'a même voulu ouvrir la porte. J'ai sorti un mouchoir froissé de ma poche et j'ai tamponné la sueur sur mon front, faisant comme si c'était juste de la sueur. Une femme âgée qui passait m'a lancé un regard compatissant, mais n'a pas arrêté. Je ne lui en voulais pas. Qui voudrait se laisser humilier par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur ce banc du parc après que le soleil ait plongé sous les arbres. Mes pensées semblaient brumeuses,
flottante et s'entrechoquant. Mais quelque part dans ce brouillard, les choses ont commencé à s'éclaircir. Je me suis mis à repenser à toutes les conversations que j'avais eues avec ma belle-fille. Je me souvenais de son ton faussement doux quand il y avait des invités, de la façon dont elle m'appelait « maman », juste assez fort pour que les autres l'entendent. Mais derrière les portes closes, c'était toujours « tu ne devrais vraiment pas le laisser manger autant de bonbons ». Ou « ton style de décoration est tellement démodé, on devrait le moderniser ». Et les allusions, mon Dieu, ils étaient là depuis si longtemps. Les petites remarques sur la réduction des effectifs quand mon fils a perdu un client au travail, les blagues au dîner sur le confort que ça donnerait si ses parents emménageaient un jour. Je me souvenais de la fois où elle m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « Tu sais, quand on aura enfin cette maison à nous, on transformera ton abri de jardin en spa pour invités. » Sur le moment, j'avais forcé un rire. Je pensais qu'elle parlait fort, comme toujours. Mais maintenant, ce souvenir me faisait l'effet d'une lame qui me glissait entre les côtes. Et mon fils, mon propre garçon, qui courait vers moi après chaque éraflure au genou, qui s'endormait sur mes genoux, son souffle chaud contre mon cou. Il s'était éloigné de moi depuis des années, n'est-ce pas? Quand elle est entrée dans sa vie, il a commencé à me demander moins de conseils et plus d'argent. Chaque merci, maman, devenait plus vide, comme une formalité. Il cochait une liste. Je pensais que j'aidais. Je pensais que je maintenais la famille unie. Mais assis là, à revivre ces moments, j'ai compris qu'il préparait ce lent exil depuis longtemps. Il ne voulait plus de moi. Il voulait la maison. Ma maison. L'endroit où mon mari et moi passions chaque anniversaire à cuisiner des steaks sur la terrasse. Où mon petit-fils avait appris à faire du vélo. Où j'avais planté mon premier rosier l'année de notre emménagement. Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. Quelle idiote j'avais été. Croire que la loyauté familiale suffisait à me protéger. Une vive douleur me serrait la poitrine. Mais ce n'était pas du chagrin cette fois. C'était autre chose, quelque chose de plus dur, de plus acerbe. Une décision qui commençait à se cristalliser. Un lampadaire s'alluma non loin de là, illuminant les fines rides de mes mains. Je les avais toutes méritées, chaque ride, chaque cicatrice. J'avais été l'épine dorsale de cette famille pendant des décennies. J'avais été celle qui veillait à minuit quand mon fils était malade. Celle qui ne partait jamais, quoi qu'il arrive. Et voilà ma récompense. J'ai plié soigneusement la photo de mon petit-fils et l'ai glissée dans mon sac à main. Plus d'illusions. Plus d'excuses pour elle. Je me suis levée lentement, sentant mes genoux protester, mais cela ne m'a pas dérangé. Chaque pas que je faisais en m'éloignant de ce banc me semblait plus léger que le précédent. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient s'être enfin débarrassés de moi. Ils ignoraient que je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me suis retrouvée dans un minuscule restaurant niché derrière la rue principale. Ça sentait le café brûlé et les vieux souvenirs, le genre d'endroit où l'on se sent en sécurité dans son sordide état. J'étais assis dans un box d'angle, les mains serrées contre une tasse de thé ébréché que je n'avais même pas bu. Je regardais par la fenêtre, regardant les gens passer précipitamment, chacun portant son petit fardeau, chacun vivant dans son petit monde. C'est alors que j'ai entendu une voix inattendue. « Martha !» Je me suis retournée lentement et elle était là. Janet, ma vieille amie du comité de quartier. Elle tenait un sac en papier rempli de brioches à la cannelle, les yeux écarquillés par la stupeur et un autre détail. Dommage. Oh mon Dieu, ça va? A-t-elle demandé en se glissant dans la cabine sans attendre qu'on l'invite. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot ne m'est venu. Janet a tendu la main et l'a serrée. Cette petite gentillesse, ce simple contact chaleureux a suffi à me faire craquer l'espace d'un instant. Je l'ai refoulée avant qu'elle ne déborde. « Ils t'ont mise dehors, c'est ça ?» a-t-elle dit, sa voix se réduisant à un murmure. Je l'ai regardée, stupéfaite. Elle s'est penchée plus près, baissant encore la voix. « Je n'allais rien dire, mais j'ai entendu ta belle-fille au marché il y a quelques semaines. Elle disait à quelqu'un qu'il prévoyait de vendre la maison une fois que tu serais parti. J'ai cru qu'elle plaisantait. Qui fait ça à sa propre famille? Mais elle semblait si pragmatique, comme si elle avait déjà décidé de ton avenir. » Mon estomac se serra. Un nœud lourd et amer se forma dans ma poitrine. Janet secoua lentement la tête, le visage mêlé de colère et de tristesse. Elle disait qu'ils utiliseraient l'argent pour rembourser les dettes de ses parents et enfin vivre confortablement. Elle se vantait même de la facilité avec laquelle tu serais si confiant. Mes doigts se recroquevillèrent sur les bords de ma tasse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Janet me serra à nouveau la main.
Je voulais te le dire plus tôt, mais je ne savais pas comment. Je suis tellement désolée. J'ai poussé un long soupir tremblant. J'ai senti le monde s'incliner légèrement, comme si le sol sous mes pieds n'était plus solide. Ils aimaient mon argent plus que moi, ai-je murmuré, ces mots ayant un goût acide sur ma langue. L'espace d'un instant, j'ai revu le visage de mon fils lorsqu'il était petit, ses joues rebondies, ses yeux brillants, me serrant fort la main dès qu'il avait peur. Je l'ai vu debout, fier, à la remise des diplômes, me serrant si fort dans mes bras. J'ai cru que mes côtes allaient craquer. Où était passé ce garçon? J'ai pressé ma main contre mon cœur, essayant d'apaiser la tempête qui m'envahissait. Toute ma vie, j'ai cru que l'amour était synonyme de sacrifice, que si je donnais juste assez, il comprendrait ma valeur. Mais là, debout, j'ai réalisé que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est une transaction. Janet m'a regardé, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai levé lentement le menton, d'une voix calme et assurée, comme si elle provenait d'un plus profond en moi dont j'avais depuis longtemps oublié l'existence. Je vais reprendre ma vie en main, ai-je dit. Je me suis levée, lissant les plis de ma jupe, sentant une étrange force s'éveiller dans mes côtes. Janet a hoché la tête lentement, s'essuyant les yeux. Bien. Il était temps. J'ai fait une longue promenade en centre-ville, passant devant des boutiques déjà plongées dans l'obscurité. J'avais mal aux pieds, les épaules me brûlaient à force de porter la valise. Mais chaque pas me semblait étrangement déterminé, comme si je m'enfonçais plus profondément dans une part cachée de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Arrivé enfin au quartier des Arts, je me suis arrêtée devant un bâtiment en briques rouges, niché entre une galerie et un minuscule fleuriste. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait simplement « Studio 7 ». Des années auparavant, avant de tout abandonner pour ma famille, j'avais travaillé comme assistante artistique à temps partiel dans un centre communautaire. La directrice avait toujours admiré mon dévouement, à tel point qu'elle m'avait aidé à obtenir un petit studio dans le cadre d'un programme de logements sociaux. Je l'avais conservé, payé le loyer minimum chaque année, le conservant comme un refuge tranquille. J'avais presque oublié que j'avais les clés jusqu'à ce soir-là où mes doigts les ont trouvées au fond de mon sac à main. J'ai déverrouillé la porte et suis entrée. Ça sentait la vieille peinture et les fleurs séchées. Les fenêtres étaient poussiéreuses, les meubles rares, juste un petit lit, un coin cuisine, un fauteuil usé, mais on se sentait comme dans un sanctuaire. J'ai posé ma valise et me suis dirigée vers l'étroite fenêtre, jetant un coup d'œil sur la ruelle en contrebas. Pour la première fois ce jour-là, j'ai expiré sans avoir l'impression que mes poumons étaient remplis d'éclats de verre. J'ai enlevé mes chaussures et étendu mes pieds fatigués sur le sol frais. Là, dans la pénombre, je me suis autorisée à imaginer. Pas de cris, pas d'exigence, pas de marche sur des œufs pour préserver l'ego fragile de quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux et me suis souvenu de la voix de mon mari. Silence ne veut pas dire faiblesse. Martha, souviens-toi de ça. Et c'est là que le plan a commencé à prendre forme. Pas une vengeance sauvage, pas une confrontation dramatique devant les voisins. Non, quelque chose de plus discret, de plus intelligent. Je leur laisserai croire qu'ils avaient gagné. Je leur laisserai croire que j'étais vaincue et petite. En attendant, je rassemblerai tout. Mes vieux relevés d'impôts, mes titres de propriété, mes certificats de mariage, tous les papiers prouvant que la maison m'appartenait toujours légalement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler la liste jusqu'à un ancien contact. Richard, le meilleur ami de mon mari, aujourd'hui avocat à la retraite. Je ne l'avais pas appelé depuis des années. Mon doigt planait sur le bouton d'appel, la poitrine serrée. Puis j'appuyai. Sa voix groggy répondit après la deuxième sonnerie. « Martha, tout va bien ?» Un petit sourire calme éclaira mon visage. « Richard, » dis-je doucement, d'une voix assurée pour la première fois de la journée. « Je crois que j'aurai besoin de ton aide. Tu peux me voir demain ?» Il ne posa pas de questions et dit simplement « D'accord. » Je me redressai et m'étirai, sentant chaque articulation raide se détendre lentement. Je me traînai jusqu'à la cuisine, remplis la petite bouilloire et la posai sur le vieux réchaud. Tandis qu'il sifflait, je posai mes mains sur le plan de travail, fixant le carrelage ébréché. La voix de mon défunt mari résonna à nouveau dans mon esprit. Ces mêmes mots qu'il répétait lors de nos conversations nocturnes à la table de la cuisine. Ne cède pas ce qui t'appartient, même pas à ta famille. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. À l'époque, je pensais qu'il dramatisait. Je croyais que mon fils ne me trahirait jamais, que la famille était plus forte que la cupidité. Mais, tandis que la vapeur montait de la bouilloire ce matin-là, j'en comprenais chaque mot.
Je repensais au jour où il m'avait convaincu de mettre une partie de l'acte de propriété au nom de notre fils pour bénéficier d'avantages fiscaux et assurer l'avenir. Je me souvenais de sa douce insistance, de ses promesses. Maintenant, chaque document juridique était comme une corde qu'ils essayaient de me passer autour du cou. J'ai apporté et monté à la petite table et j'ai sorti un vieux carnet que j'avais trouvé dans une de mes vieilles boîtes. Les pages étaient jaunies, l'encre passée, mais à l'intérieur se trouvaient des notes de mon mari, des rappels concernant la propriété, les dépenses, de petits carnets d'entretien et même d'anciens contacts d'avocats. Je passais mes doigts sur son écriture. Chaque ligne était comme une douce assurance. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas impuissante. Je savais que les affronter ne serait pas facile. Il s'était convaincu que j'étais faible, que je me laisserais faire plutôt que de me battre. Mais il ne savait pas ce que j'avais sacrifié pour garder cette maison, les emplois que j'avais refusés, les amitiés que j'avais perdues, les nuits où je restais éveillée à me demander comment rembourser mon prêt immobilier quand mon mari était tombé malade. Ils ignoraient que cette maison était l'œuvre de ma vie. Une détermination calme et constante m'envahissait tandis que je feuilletais les pages, surlignant noms et numéros. Mes doigts ne tremblaient plus. J'arrivai au café du centre-ville tôt le lendemain matin, mon vieux manteau marron boutonné serré, même si l'air se réchauffait déjà. C'était un petit endroit caché derrière une librairie, le genre d'endroit qu'on ne remarque pas à moins de savoir regarder. À l'intérieur, l'odeur des grains de café torréfié m'enveloppait comme une couverture. Je choisis une table près de la fenêtre et commandai une théière de thé au jasmin. En attendant, je regardais les premiers clients et les promeneurs de chiens qui passaient. Richard entra en traînant les pieds quelques minutes plus tard, vêtu d'un blazer légèrement froissé et tenant sa vieille serviette en cuir. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, mais son regard était toujours aussi perçant. Il me remarqua et esquissa un doux sourire. « Martha, dit-il en se glissant sur la chaise en face de moi. Tu as l'air différente, plus forte. » J'eus un petit rire, surprise par sa justesse. « Peut-être que je le suis, répondis-je. Nous restâmes assis là quelques minutes, le silence épais mais pas inconfortable. Quand la serveuse m'apporta mon thé et son café, je pris une grande inspiration et sortis ma pile de documents. Il m'écouta patiemment tout expliquer, comment il m'avait mis dehors, le mot sur la porte, les piles de souvenirs de ma vie sur la pelouse. Son expression passa de la surprise à une fureur sourde. « Il pensait que tu ne te défendrais pas, murmura-t-il en tapotant l'un des actes du doigt. Mais ces documents, ils sont toujours à ton nom. Le titre principal, ils ne peuvent rien vendre sans ta signature. » Une chaleur me parcourut la poitrine. Pas vraiment du soulagement, mais une première lueur de pouvoir réel, poursuivit Richard d'une voix basse et posée. Nous déposerons une injonction immédiate pour empêcher toute tentative de transfert. Ensuite, nous pourrons clarifier ta pleine propriété et leur signifier une mise en demeure. Tu reprendras le contrôle. J'acquiesçai lentement, absorbant chaque mot. Puis il se pencha, les yeux plissés. Mais Martha, tu dois te préparer. Ils vont s'en prendre à toi plus durement quand ils comprendront que tu ne disparais pas sans bruit. J'ai dégluti, sentant le poids de la douleur. Mais au lieu de la peur, une détermination froide et ferme m'habitait. Laissez-les venir, ai-je dit. Ils m'ont déjà tout pris. Il ne leur reste plus rien à briser. Nous avons parcouru chaque page ensemble, notant les détails importants. Tandis qu'ils griffonnaient des notes, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. J'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Il y avait encore des rides sur mon visage et des mèches grises dans mes cheveux, mais derrière mes yeux se trouvait quelque chose d'inébranlable. J'ai repensé à la vie qu'ils avaient essayé de me prendre. Les soirées passées à soigner mes rosiers, l'odeur du pain frais qui flottait dans les couloirs, les échos des rires qui emplissaient ces pièces. Ils ne méritaient pas ça. Après avoir finalisé le plan administratif, Richard m'a tapoté doucement la main. « Tu fais ce qu'il faut, Martha. » Il dit, « Il est temps qu'ils comprennent que tu n'es pas la femme qu'ils imaginaient. » Je lui serrai la main, me sentant plus forte que jamais. En sortant du café sous le soleil matinal, je ressentis une soudaine bouffée d'énergie. Je ne me contentais plus de survivre. Je me battais. J'étais de retour à mon studio ce soir-là, en train de plier des documents en une pile bien ordonnée, lorsque mon téléphone vibra. Le nom de mon fils apparut sur l'écran. Un instant, mon pouce plana sur le bouton de réponse. Une partie de moi voulait le laisser sonner, m'accrocher au silence enfin retrouvé. Mais je répondis, « Maman », dit-il aussitôt, la voix tendue, comme s'il essayait de lui imposer une certaine inquiétude. « Où es-tu » On s'est inquiété. J'ai failli rire. Inquiet. Après m'avoir jeté sur la pelouse comme une chaise cassée, il osa jouer les fils inquiets. « Je vais bien. » J'ai dit d'un ton neutre,
ne lui laissant aucun point d'appui. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je l'imaginais faire les 100 pas, se passant la main dans les cheveux comme lorsqu'il mentait. « Écoute, a-t-il poursuivi. Je crois qu'on s'est tous un peu échauffés. On ne voulait pas que les choses dégénèrent autant. On peut se voir? Juste pour parler. » J'ai senti un goût amer me monter à la bouche, mais j'ai accepté. Je voulais voir ses yeux quand il comprendrait ce qu'il avait perdu. On s'est donné rendez-vous dans un restaurant du centre-ville, celui-là même où j'avais entendu la vérité de Janet pour la première fois. Je suis arrivé tôt, prenant une place près de la fenêtre. Le serveur a posé une tasse de thé, et j'ai regardé la vapeur s'échapper, repensant à tous les repas que je lui avais préparés, aux mains que j'avais tenues lorsqu'il pleurait enfant. Quand il est enfin entré, il avait l'air plus fatigué que jamais. Sa femme était juste derrière lui, le visage vif et alerte. Ils se sont glissés dans la place en face de moi comme deux acteurs qui montent sur scène. « Maman » commença-t-il en tendant la main par-dessus la table pour la prendre. Je la retirai et la repliai sur mes genoux. Ses yeux vacillèrent. « On voulait s'excuser » dit-il rapidement. C'était un malentendu, en fait. On pensait juste que ce serait plus facile si on facilitait les choses pour qui? Intervint-je d'une voix calme, mais tranchant avec son texte déjà répété. Il déglutit et jeta un coup d'œil à sa femme. Elle prit aussitôt le relais. « On est très stressés, tu le sais, » dit-elle d'une voix mielleuse et fluette. « Mes parents n'ont nulle part où aller. » Et on se dit, « Bon, vu ton indépendance, ça ne te dérangerait peut-être pas de rester ailleurs un moment. » Je l'observai attentivement, ses mots soyeusement choisis glissant autour de la vérité comme de l'huile sur l'eau. Elle fouilla dans son sac et en sortit une épaisse enveloppe. « Ce sont les derniers papiers de transfert de propriété, » dit-elle d'une voix douce. « On pensait que si tu les signais maintenant, ça clarifierait tout et qu'on pourrait tous avancer en famille. » Je contemplai l'enveloppe à long moment. Mes mains me démangeaient de le déchirer. Au lieu de cela, j'ai souri faiblement et l'ai doucement repoussé vers elle. « J'y réfléchirai, » ai-je dit d'une voix égale. Elle a ricané, mais son regard s'est durci. « Bien sûr, nous savions que tu serais raisonnable. » Mon fils a finalement levé les yeux vers moi. Il m'a vraiment regardé. L'espace d'un instant, j'ai eu un éclair. De la culpabilité, peut-être, ou simplement la prise de conscience qu'il ne connaissait plus la femme assise en face de lui. J'ai terminé mon thé en me levant lentement avant qu'il puisse en dire plus. En sortant, j'ai entendu ma belle-fille siffler. Que voulait-elle dire? Elle va y réfléchir. Elle est censée signer aujourd'hui. J'ai poussé la porte du restaurant et suis entré dans l'air frais du soir, sentant une vague de triomphe m'envahir. Qu'il se bouscule. Qu'il se tortille. Il pensait pouvoir acheter mon silence avec une dernière signature. Mais je n'étais plus à vendre. De retour à mon atelier ce soir-là, j'ai posé les documents non signés sur la table comme un tas de nourriture pourrie. Je suis resté là un long moment à les contempler. Tout était là, noir sur blanc. Le jargon juridique, les signatures, les petites trahisons. À cet instant, un calme profond et constant m'a envahi. J'avais l'impression de sortir d'un brouillard. Je suis entré dans la cuisine et j'ai commencé à faire bouillir de l'eau pour le thé. La petite bouilloire sifflait strident, mais j'avançais lentement, consciencieusement, mesurant chaque pas comme un rituel. J'ai pris une vieille boîte de feuilles de thé au jasmin et je les ai laissées infuser, respirant leur doux parfum floral. En attendant, j'ai sorti un album photo usé que j'avais récupéré sur la pelouse ce jour-là. J'ai feuilleté chaque page attentivement, m'arrêtant sur une photo de mon mari dans le jardin, tenant un panier de tomates fraîches. Une autre de mon petit-fils tenant un cierge magique par une nuit d'été. Les yeux écarquillés de joie. Ma main planait sur leur visage. Et pour la première fois depuis cette horrible journée, je n'ai pas ressenti de douleur. Je me sentais ancrée. J'ai compris alors que je n'avais pas seulement perdu une maison. J'avais perdu l'illusion d'une famille. Il m'avait appris, enfin et brutalement, que l'amour sans respect n'est qu'une cage. J'ai siroté mon thé, laissant la chaleur me gagner la poitrine. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Richard. Ma voix ne tremblait pas. « Richard, dis-je, d'un ton ferme. J'aimerais revoir les papiers demain. Je suis prêt à mettre la maison en vente selon mes conditions. » Il y eut un silence avant qu'il ne réponde, la voix teintée d'une admiration prudente. « Tu es sûr? » « Oui, répondis-je fermement. J'ai passé ma vie à réparer les trous pour des gens qui ne m'ont jamais remercié. Ceci est à moi. Il est temps que je décide de la fin de l'histoire. Je raccrochai et reposai le téléphone avec précaution, presque avec révérence. Puis je retournai à la table,
pris une paire de ciseaux et coupé d'un trait les documents de transfert non signés. Chaque coup de ciseau me donnait l'impression de couper un lien invisible. Quand j'eus terminé, je balayai les morceaux à la poubelle, m'essuyai les mains sur un torchon et me rassis à la table. Je bus une autre gorgée de thé, sentant un léger frisson d'excitation dans mes doigts. Dans cette petite cuisine silencieuse, entourée de carrelage craquelé et de stores poussiéreux, je me sentais plus puissante que jamais dans cette grande maison au sol ciré et au sourire maquillé. J'ai regardé à nouveau l'album photo, parcourant le visage de mon petit-fils. « Je vais leur manquer », ai-je murmuré dans la pénombre. Mais ils ne me regretteront que parce que j'ai finalement dit non. Je me suis adossée à mon fauteuil, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté les bruits de la ville nocturne au dehors, les klaxons lointains, la musique étouffée, le silence des inconnus vivant leur vie. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais ni mère, ni épouse, ni gardienne. Je me sentais juste comme Martha. Le lendemain matin, je me suis levée avant même que le soleil ne commence à effleurer le toit des immeubles devant la fenêtre de mon studio. J'ai attrapé mon sac à main et le vieux dossier contenant mes documents de propriété, puis je suis partie pour le bureau de Richard, en centre-ville. Il m'a accueilli avec un sourire fatigué mais sincère, me faisant entrer avant que la ville ne se réveille complètement. Nous avons étalé les papiers sur son grand bureau en chêne. « On va faire vite », a-t-il dit en tapotant le coin du dossier. J'ai un ami agent immobilier de confiance qui peut me le signaler discrètement. Ils ne sauront rien avant qu'il ne soit trop tard. J'ai hoché la tête, sentant chaque mot s'ancrer dans mes os. Il a immédiatement commencé à passer des coups de fil. Pendant ce temps, j'étais assise dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant les navetteurs matinaux envahir les rues. Pendant tant d'années, j'ai considéré ces foules animées comme quelque chose d'autre que moi, quelque chose auquel j'étais trop vieille, trop invisible pour appartenir. Mais aujourd'hui, je me sentais plus vivante que tous. Quand Richard a raccroché, il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « C'est fait », a-t-il dit doucement. « La maison est officiellement classée. Nous l'avons gardée privée pour l'instant afin d'éviter de les alerter, mais les offres vont arriver vite. Cette maison a une valeur qui dépasse leur imagination superficielle. » J'ai expiré, les épaules retombant pour la première fois depuis des jours. « Merci », ai-je dit, la voix tremblante un instant. Il a secoué la tête, le regard bienveillant mais sérieux. « Ne me remercie pas encore. Il faut encore aller jusqu'au bout. Mais Martha, je suis fière de toi. » J'ai pincé les lèvres, sentant la chaleur me monter aux joues. Une fois les papiers en main, je me suis arrêtée dans une petite boutique de tissus sur le chemin du retour. Je n'avais pas touché à mon matériel de couture depuis des années, mais quelque chose en moi désirait ardemment ce travail constant et concentré. De retour à l'atelier, j'ai sorti un vieux patchwork commencé des décennies plus tôt. Je l'ai déplié sur la table, j'ai passé mes doigts sur les carrés décolorés et j'ai commencé à broder. L'aiguille allait et venait, chaque point silencieux et précis, à l'image des mouvements que je faisais dans ma vie. En fin d'après-midi, mon petit espace semblait vivant. Encore une fois, des fils éparpillés sur la table, une musique douce provenant d'une vieille radio poussiéreuse, une légère odeur de jasmin s'échappant de ma tasse de thé. Je savais qu'ils apprendraient bientôt ce que j'avais fait. Je savais qu'ils seraient furieux, bruyants, pathétiques dans leur panique. Mais dans cette pièce, entourée de tissus, de thé et de ma propre respiration régulière, je me sentais intouchable. Je me suis dit qu'être seule n'était pas une punition. C'était un cadeau qu'ils m'avaient fait en me révélant qu'ils étaient vraiment. J'ai terminé une autre scène, je l'ai présentée à la lumière déclinante et j'ai laissé un petit sourire sincère s'épanouir sur mon visage. La semaine suivante s'écoula lentement, mais pour la première fois depuis des années, je ne me précipitais pas pour subvenir aux besoins des autres. Chaque matin, je me levais avant le soleil, m'enveloppais dans ma vieille robe de chambre et me préparais du thé. Puis, je m'asseyais près de la fenêtre, la courte pointe sur les genoux, laissant mes mains vagabonder tandis que mon esprit vagabondait. J'avais l'impression de recoudre des morceaux de moi-même. Quelques jours plus tard, je suis rentrée dans le bureau de Richard, cette fois les épaules en arrière et le menton plus haut que jamais. Il se leva à mon entrée, son regard scrutant mon visage comme s'il me reconnaissait à peine. « Martha, dit-il avec un sourire surpris. Tu as l'air plus légère, souris-je doucement en posant mon sac sur la chaise à côté de moi. C'est parce que j'ai enfin laissé tomber ce poids, dis-je. Il hocha la tête et me fit signe de m'asseoir. Nous étalâmes le dernier lot de papier sur son large bureau en bois. Ceci, dit-il en tapotant le dossier, sont les documents de vente définitifs. Une fois signés, la maison sera officiellement vendue. L'argent vous sera directement transféré. J'ai regardé les papiers un instant,
caressant leurs bords impeccables. L'espace d'un instant, une image m'a traversé l'esprit. Mon petit-fils courant pieds nus sur le carrelage de la cuisine. Mon mari fredonnant en coupant des légumes. Mon fils riant dans le jardin, enfant. Mais aussi vite que la chaleur est arrivée, elle a été remplacée par la douleur de ce mot sur la porte. Ne faites pas de scène. J'ai inspiré profondément et pris le stylo. Ma signature est apparue lisse, ma main ferme. Quand j'ai terminé, j'ai posé le stylo avec précaution. Une étrange bouffée d'énergie m'a traversée, comme si je venais de sauter d'une falaise et de réaliser que je pouvais voler. Richard m'observait avec un respect silencieux. « C'est officiel, » a-t-il dit. « La maison ne leur appartient plus, ni ne peut être touchée ni revendiquée. Tu l'as fait, Martha. » J'ai hoché lentement la tête, un petit sourire aux lèvres. Je ne l'ai pas fait juste pour moi, ai-je dit à voix basse. Je l'ai fait pour toutes les femmes à qui on a dit de rester. Silence, sacrifice, disparition. Le regard de Richard s'adoucit et il posa sa main sur la mienne. « Tu es libre maintenant, dit-il. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme les cloches d'une église. Une semaine après la signature des derniers papiers, on frappa à leur porte. C'était un après-midi pluvieux. Ce genre de bruine froide et continue qui vous pénètre jusqu'aux os et pousse même les plus courageux à rentrer précipitamment. Mais il n'avait nulle part où se cacher. Un huissier de justice se tenait sur le porche, flanqué de 2 policiers en uniforme. Dans sa main gantée, il tenait l'avis d'expulsion officiel. Mon fils ouvrit la porte le premier. Depuis le trottoir, je vis son visage pâlir instantanément. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson qui cherche son souffle. Sa femme apparut derrière lui un instant plus tard, le visage déformé par la confusion et l'incrédulité. « Et Madame Dalton ?» demanda calmement l'huissier, comme s'il confirmait une réservation pour un dîner. Ils hochèrent tous de la tête, hébétés, incapables de parler. L'huissier déplia l'avis et commença à lire d'une voix claire et posée. « Cette résidence a été vendue légalement. Vous êtes, par la présente, tenu de quitter les lieux dans les 30 jours. Le non-respect de cette obligation entraînera l'expulsion forcée par décision de justice. » Ma belle-fille a laissé échapper un bruit étranglé, mi-cri, mi-étouffement. Elle a tendu la main vers le chambranle de la porte comme si cela pouvait la retenir. Derrière eux, je voyais le salon. Mon salon. Les mêmes murs où j'avais autrefois accroché le vieux chapeau de pêcheur de mon mari. La cheminée où j'apprenais à mon petit-fils à griller des guimauves les soirs d'hiver. Je n'éprouvais aucune tristesse, seulement une certitude calme et résolue. Les voisins ont commencé à se rassembler sous des parapluies, chuchotant, certains filmant avec leur téléphone. J'ai vu Madame Hulbrook debout de l'autre côté de la rue, les yeux écarquillés comme des assiettes. Mon fils a enfin retrouvé sa voix. « Ce doit être une erreur, » a-t-il balbutié en s'avançant. « Ma mère ne le ferait jamais. » L'huissier lui a calmement remis une épaisse enveloppe. Tous les documents légaux sont joints ici. Transfert de propriété, confirmation de vente, autorisation d'expulsion. Vous pouvez les consulter avec votre mairie si vous le souhaitez. Ses mains tremblaient si violemment que les papiers ont failli tomber dans une flaque à ses pieds. J'observais depuis le coin de la rue, un parapluie reposait légèrement sur mon épaule. La pluie me coulait sur le visage, mêlée à une larme que je n'avais pas pris la peine d'essuyer. Non pas par tristesse, mais parce que c'était comme la purification finale, la dernière goutte qui emportait des décennies de sacrifices transformés en chaînes. Ma belle-fille s'effondra sur le pas de la porte, sanglotant à voix haute. Mon fils se tenait au-dessus d'elle, stupéfait, silencieux, serrant les papiers comme une bouée de sauvetage qui lui filait déjà entre les doigts. Le huissier se retourna, épingla l'avis officiel à la porte d'entrée et fit un signe de tête aux policiers. Ils restèrent vigilants mais silencieux, appliquant la loi que j'avais mise en place. Je restai un moment encore, respirant l'air humide et lourd. Puis je me retournai et m'éloignai, le pas assuré, la colonne vertébrale plus droite que jamais depuis des années. Ils pensaient m'avoir ensevelie sous la honte et la culpabilité. Mais je n'étais pas ensevelie. J'avais été plantée. Et maintenant, j'étais enfin épanouie. Le lendemain, je les ai invités à me retrouver dans un café du centre-ville. Ce n'était pas n'importe quel café. C'était l'endroit le plus fréquenté de Main Street. L'endroit où les jeunes actifs tapaient sur leurs ordinateurs portables et les retraités se rassemblaient pour bavarder autour d'innombrables tasses de café. Je suis arrivée la première et j'ai choisi une table en plein centre, sous les yeux de tous. Je portais mon plus beau manteau bleu marine et une broche en perles que je n'avais pas portée depuis les funérailles de mon mari. Lorsqu'ils sont entrés, ils ressemblaient à des fantômes.
Les yeux de mon fils étaient enfoncés, errant dans tous les sens, dans une confusion frénétique. Ma belle-fille serrait son sac à main de créateur comme un gilet de sauvetage sur un navire en train de couler. J'ai fait signe au siège en face de moi, calme comme toujours. Ils se sont assis sans un mot. Le silence autour de nous était presque assourdissant. Même le barista s'est arrêté à mi-chemin. J'ai sorti une fine enveloppe de mon sac à main et l'ai glissée sur la table. « Voici » ai-je dit d'une voix basse mais claire, les derniers documents légaux confirmant la vente de la maison. Vous ne pouvez plus la réclamer, et vous n'avez aucun droit de la contester. Mon fils a attrapé l'enveloppe d'une main tremblante. La belle-fille s'est mise à pleurer instantanément, de grosses larmes roulant sur ses lèvres tremblantes. Je les observais sans ciller. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et en ai sorti un petit chèque. Je l'ai posé délicatement sur les papiers. C'est une indemnité de déménagement, ai-je dit doucement. Un geste symbolique, suffisant pour une chambre d'hôtel et quelques repas en attendant que tu décides de ta prochaine étape. Ma belle-fille a laissé échapper un sanglot étranglé, son mascara maculant tandis qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Mon fils a alors levé les yeux vers moi, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Ses yeux étaient fous, rouges, désespérés. « Maman » a-t-il étranglé. « S'il te plaît, on ne pensait pas. » J'ai levé la main. « Non, tu as fait tes choix. » ai-je interrompu d'une voix ferme, inébranlable. « Tu aimais la maison plus que moi. Tu pensais que j'étais trop faible pour me défendre. Tu avais tort. » Le café était plongé dans un silence de mort. Une jeune femme à la table voisine s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin entre ses lèvres. Mon fils a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée calmement. « Je ne te manque que maintenant que j'ai dit non, » ai-je dit en croisant son regard une dernière fois. J'ai fini mon thé lentement, savourant chaque gorgée tandis qu'ils étaient assis, recroquevillés en face de moi, leur monde s'écroulant à leurs pieds. En me levant pour partir, j'ai déposé quelques billets sur la table pour couvrir mon thé et je suis sortie sans me retourner. Derrière moi, j'entendais ces gémissements, s'il te plaît, étouffés, les halètements discrets des badauds. Mais je ne me suis pas retournée. Dehors, la ville semblait lumineuse et infinie. Mes poumons se sont emplis d'un air si vif que j'en ai presque mal. J'avais rompu le lien final. J'étais libre. Je ne suis pas rentrée directement chez moi après le café. Au lieu de cela, j'ai traversé la ville, laissant le soleil me réchauffer le visage en passant devant les librairies, les étals de fleurs et les coins de rue animés. Mes pas semblaient légers, comme si je planais juste au-dessus du trottoir. J'ai finalement atteint le bureau de Richard. Il a levé les yeux, surpris, quand j'ai franchi la porte. « Martha » dit-il en se levant vivement. « Tout va bien ?» J'acquiesçai en refermant la porte derrière moi. « Je veux faire un dernier changement » dis-je d'une voix ferme, mais teintée de fermeté et de fermeté. Je m'assis en face de lui et sortis l'épais dossier contenant tous mes documents financiers. Je veux réaffecter tout le reste de l'héritage et le produit de la vente de la maison. Créer un fonds fiduciaire pour les programmes d'aide aux personnes âgées, les refuges pour femmes en difficulté, quelque chose qui aidera vraiment les personnes dans le besoin, pas celles qui me voient comme un portefeuille ambulant. Richard me fixa, stupéfait. Puis, lentement, un sourire fier, presque paternel, se dessina sur son visage. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement. Je le regardai. Vraiment. Il n'aimait que mon argent. J'ai dit qu'il n'en aurait plus ni l'un ni l'autre. Richard se pencha en avant, hocha la tête et commença immédiatement à rédiger les papiers. Nous passâmes l'heure suivante à passer en revue chaque détail. Chaque fois que je signais une page, je sentais une chaîne se détacher de mon cœur. Une fois la dernière signature terminée, Richard expira comme s'il avait retenu son souffle. « C'est fait, » dit-il. « Ils recevront une mise en demeure ce soir. » Je me suis levée et j'ai récupéré mon sac, me sentant plus légère que jamais depuis des décennies. « Merci, » ai-je dit. Ma voix tremblait. Puis la première fissure dans mon armure, mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était du soulagement. Il a hoché la tête, les yeux brillants. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, Martha. » J'ai quitté le bureau alors que le ciel prenait une teinte dorée, étincelant au premier rayon du soleil couchant. Ce soir-là, ils ont reçu l'avis. Un coursier a remis l'enveloppe en main propre à leur chambre de motel temporaire. À l'intérieur, ils ont trouvé une lettre officielle stipulant que tous les parfums dont ils s'attendaient à hériter avaient été réorientés. Pas de filet de sécurité, pas d'atterrissage facile, juste l'écho de leur propre choix qui leur revenait enfin. Je les ai imaginés feuilletant les pages, le regard hagard, la voix s'élevant sous la panique.
J'ai imaginé mon fils jetant les papiers à travers la pièce, sa femme s'effondrant par terre, sanglotant dans ses manches de créateur. Les appels ont commencé le soir même. J'ai vu mon téléphone s'allumer encore et encore sur le petit comptoir de la cuisine, affichant à chaque fois son nom. Je n'ai pas répondu. Puis sont arrivés les messages, désespérés, suppliants. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. » J'ai posé le téléphone et j'ai continué à plier la courte pointe sur laquelle je travaillais, en lissant soigneusement les coins. Au matin, ils étaient à ma porte. J'entendis le martèlement frénétique résonner dans le couloir, les cris étouffés à travers les minces cloisons du studio. « Maman, s'il te plaît, ouvre. On peut arranger ça. Tu ne peux pas nous laisser ici comme des animaux. » Leur voix tremblait, non pas d'amour, mais de panique. La terreur de perdre tout confort, de devoir affronter un monde qui ne se plierait plus à leurs désirs. Je restais dans la cuisine, respirant calmement. Je ne bougeais pas. Je ne jetais même pas un coup d'œil à la porte. Au bout d'un moment, les coups se transformèrent en supplications. La voix de ma belle-fille était rauque et désespérée. « S'il te plaît, on fera tout. On ne peut pas vivre comme ça. Pense à ton petit-fils. » Un rire amer et aigri faillit m'échapper, mais je le ravalai. Je ne leur manque que maintenant que j'ai dit non. Finalement, leurs cris se transformèrent en sanglots épuisés, puis en silence. J'entendis leurs pas s'éloigner dans le couloir. Je les imaginais retourner à leur chambre de motel louée, tête basse, les yeux fermés. Je fuyais le regard de tous les voisins, car ils avaient commencé à parler. La nouvelle s'est vite répandue après l'avis d'expulsion. Les mêmes voisins qui, autrefois, leur faisaient poliment signe de la main depuis leur allée, chuchotaient maintenant derrière les clôtures. J'ai entendu Madame Hulbrook à l'épicerie du coin, la voix sèche et incrédule. Après tout ce qu'elle avait fait pour eux, ils l'avaient laissée dehors comme un vieux tapis, pensant s'en tirer. Un autre voisin a secoué la tête, ajoutant « On ne peut pas traiter les gens comme ça sans s'attendre à des conséquences. » L'ironie ne m'a pas échappé. Toutes ces années passées à me recroqueviller pour garder la paix, à me courber pour éviter l'embarras. Et maintenant, mon silence avait disparu. Mon histoire était forte, résonnant dans toutes les rues du quartier. Ils étaient seuls maintenant. Vraiment seuls. Plus tard dans la journée, j'ai bloqué leurs 2 numéros. J'ai supprimé leurs messages vocaux sans les écouter. J'ai fermé toutes les portes par lesquelles ils pourraient tenter de se faufiler, toutes les fenêtres qu'ils pourraient forcer. Alors que je m'asseyais avec ma tasse de thé et que je dépliais à nouveau ma courte pointe, j'ai senti le dernier morceau s'emboîter. Ils avaient une place en moi. Je ne les détestais pas. Cela voudrait dire qu'ils occupaient encore une place dans mon cœur. Non, je ne ressentais rien du tout. Un vide doux et pur, plus paisible que n'importe quel faux dîner de famille ou sourire forcé de vacances. Dehors, la ville continuait, indifférente et vivante. Et pour la première fois, moi aussi. J'ai passé les semaines suivantes à transformer mon petit atelier en quelque chose qui me ressemble enfin. Un après-midi, alors que j'arrosais un petit pot d'herbes aromatiques sur le rebord de ma fenêtre, j'ai contemplé la lueur de la ville et je n'ai ressenti aucune douleur de perte pour cette grande maison de banlieue.